Le chemin de fer, la route, l'avion et le bateau. De ces 4 moyens de transport, seuls les 2 premiers cohabitent au même niveau et se partagent le même espace. Inévitablement, il a fallu trouver un moyen pour que leurs voies respectives puissent se croiser en sécurité. Parfois, des ponts ont été construits, permettant à l'un de passer sur l'autre. Pourtant, très souvent, les contraintes géographiques ou financières, voire des perspectives de trafic trop basses, n'ont pas permis ces imposantes constructions. Il a donc fallu créer des passages à niveau. De par sa vitesse élevée, ses masses importantes et sa faible adhérence, le train a été logiquement choisi comme le véhicule prioritaire. Le conflit rail-route était alors inévitable. Source de frustration pour certains automobilistes, point dangereux pour d'autres, les normes n'ont cessé de se renforcer dans le temps pour assurer la sécurité de ce croisement. Les contraintes sont nombreuses. Angle de croisement, vitesse, visibilité, le tracé de certaines routes ont été modifiés. À certains endroits, ce sont des bâtiments qui ont été détruits pour améliorer la visibilité. Lors de la dernière grande évolution, la signalisation et les barrières ont été automatisées. Aujourd'hui, la plupart des passages à niveau fonctionnent de manière autonome et demeurent incontournables. Pourtant, des origines du chemin de fer jusqu'à il y a seulement quelques dizaines d'années, une grande partie des passages à niveau reposaient sur la vigilance des hommes. Personnel un peu oublié dans le monde du chemin de fer, les gardes-barrières exerçaient un métier pourtant exigeant, qu'ils devaient pratiquer rigoureusement. Laissez-nous vous parler des passages à niveau gardés. Au commencement, il n'y avait rien. Puis, selon certaines croyances, Dieu créa la terre. Puis Dieu créa les hommes. Ensuite, les hommes bâtirent des routes. Alors, selon les croyances de certains passionnés et autres ferrovipates, Dieu créa le chemin de fer. Immanquablement, ces 2 modes de transport allaient se rencontrer. Au tout début du chemin de fer, il n'y avait pas véritablement de réglementation pour les PN. Priorité était donnée aux trains et il faut bien se rappeler qu'il n'y avait pas de circulation automobile. Seuls pouvaient traverser les voies une grande quantité de piétons, quelques charrettes et autres diligences. En 1835, une législation est adoptée, imposant de faire passer le train au-dessus ou au-dessous des routes. Quand cela n'était pas possible, il fallait créer un passage de niveau, suivant le terme de l'époque, et il devait être maintenu par des barrières fermées et gardées. Libre choix est donné aux compagnies pour l'élaboration des barrières. Et c'est là qu'apparaît pour la première fois le garde-barrière. Ici, notre garde-barrière, Gérard Beaupré. Bonjour Gérard.
Les barrières étaient donc fermées en permanence et ouvertes à la demande. À cette époque, on eut aussi l'idée de construire au plus près de la voie ferrée une maison pour le garde-barrière, ou une guérite, le cas échéant. Très bien. Cette règle devient une loi le 15 juillet 1845. Cela ne va pas sans des conséquences techniques et financières inadaptées aux lignes économiquement peu rentables, et notamment celle inscrite au plan Freycinet de 1879. Aussi, l'année suivante apportons une première dérogation à la loi de 1845, en autorisant, au croisement des routes peu fréquentées, la suppression des barrières et par la suite du gardiennage. Oula. En réalité, les conditions à remplir et la lenteur de la procédure rendent difficile son application. En 1924, sur un total de 29 787 PN, on en recense 3268 non gardés. Très bien. Très stricte sur l'implantation des passages à niveau, la législation l'est beaucoup moins sur les types de barrières adoptés. Dans ce domaine, la plus grande liberté est laissée aux compagnies. En fait, ce choix se limite à 4 grandes familles. La barrière à palissade à 1 ou 2 vantaux ouvrant sur la route pour éviter aux animaux d'y pénétrer et plus rarement sur la voie, certainement pour clôturer le domaine ferroviaire et empêcher des personnes de pénétrer dans ce dernier. Ensuite, on trouve la barrière roulante qui peut avoir des petits trous, des grandes roues. Puis la barrière auxiliante à contrepoids. Et enfin, la barrière oscillante à treuil et manivelle. Il est à noter que la barrière oscillante à manivelle ne se généralisera que dans les années 1920. À la gare de PN de CO d'Allègre. La jeune Nicole tient la main de sa petite sœur. Elle est venue voir une amie. Mais c'est au PN de Darsac que va grandir Nicole. Après avoir habité un immeuble de PN à Maméas, ses parents héritent du gardiennage du PN 143 de Darsac. Le PN de Darsac est bien un PN particulier. C'est un PN à la sortie d'une gare avec bifurcation. La ligne Saint-Étienne, le Puy-en-Velay, Saint-Georges-d'Aurac, d'où se détachait la ligne Darsac-Vichy. C'est un double PN, avec carrefour routier entre les deux PN. Le premier à l'intersection de la route d'Arsac-Montagnac avec la ligne vers Vichy, le deuxième sur une route de déviation
pour les poids lourds et gros convois agricoles. La petite Nicole grandit entourée de ses deux parents, Antoine Perrin, dit Gilou, et Alice, sa maman. Pendant que Gilou était sur les voies, c'est Alice qui s'occupait du gardiennage du passage à niveau. À la naissance de sa fille Nicole, Gilou a mis fin à son travail de chauffeur sur locomotive. Habitant à l'époque à Samba-Delgare, son travail était devenu trop exigeant, notamment avec des prises de service à Saint-Étienne, où il devait s'y rendre à vélo. Gilou était orphelin depuis l'âge de 6 ans, son père étant mort d'un accident dans une scierie de Samba-Delgare, coupée en deux par une scie à vapeur. Avant d'aborder le fonctionnement technique des passages à niveau gardés, il faut rappeler le fonctionnement de la marche des trains. Il faut d'abord rappeler ce qu'est un train. Réglementairement, un train, c'est un engin moteur ou un groupe d'engins moteurs remorquant ou non un ou plusieurs véhicules. C'est-à-dire qu'une draisine est considérée comme un train. La marche d'un train sera tracée de différentes façons. On aura en premier le train régulier. Le train régulier, c'est le train qui figure au LMTR, ou livret de marche des trains, et qui ne porte aucune désignation spéciale. Les trains réguliers circulent tous les jours, sauf indication contraire, et ont donc, par définition, un horaire régulier. Ensuite, nous avons les trains facultatifs. Les trains facultatifs sont désignés comme tels, au livret de la marche des trains, et ils sont mis en marche suivant les besoins du service. Les trains supplémentaires, c'est des trains qui ont le même horaire, ainsi que les mêmes points de croisement et de garage que les trains réguliers, facultatifs ou spéciaux, sur le parcours où le train supplémentaire double ce train, le triple, etc. Les trains supplémentaires sont désignés par le même numéro que le train qu'ils doublent. Puis nous avons les trains à marche spéciale. Les trains à marche spéciale ne figurent pas au LMTR. Ils font en principe l'objet d'un avis-train. La date de circulation d'un train spécial peut n'être pas fixée à l'avance et n'être indiquée que lors de sa mise en marche. Et enfin, on trouve les trains à marche indéterminée, appelés vulgairement MI. C'est des trains pouvant avoir un horaire approximatif, mais ne comportant pas d'ordre normal de circulation par rapport aux trains à marche tracée. On se rend compte déjà ici toute la complexité du travail du garde-barrière pour prévoir à l'avance le train qui va s'approcher de son passage à niveau. Le règlement à appliquer par les gardes-barrières est très strict. Les gardes ne doivent jamais perdre de vue que des trains peuvent survenir à tout moment. En conséquence, pendant toute la durée de leur service, ils doivent agir comme si un train pouvait se présenter inopinément. En plus de ce règlement général, chaque passage à niveau est soumis à un livret de service qui peut préciser des dispositions spéciales. Dans les temps anciens, les passages à niveau n'étaient pas munis d'annonces et la fermeture des barrières était assurée 10 minutes avant l'heure de passage théorique des trains. De plus, l'attention des gardes est attirée sur le fait que les trains sont susceptibles de se présenter 3 minutes avant l'heure normale de passage. Au moment du passage des trains, les gardes doivent observer le défilement des trains, déceler d'éventuelles anomalies et surtout contrôler les signaux de queue. En effet, en queue des trains pouvaient être disposés des signaux représentant des codes afin d'aviser le garde de la mise en marche de trains facultatifs, spéciaux ou supplémentaires ou encore à marche indéterminée.
La face arrière du dernier véhicule d'un train est matérialisée de jour par une plaque de queue ou une lanterne de queue appuyée la nuit par deux petites lanternes rouges disposées sur ses extrémités. Quand on veut avertir un garde du passage d'un train supplémentaire, le convoi qui le précède sera équipé, en plus de la plaque ou de la lanterne rouge de queue, d'un drapeau jaune ou d'une plaque de queue jaune, et la nuit, il sera appuyé par deux feux jaunes remplaçant les deux feux rouges de signaux de côté. Quand on veut avertir le garde pour lui signaler un train facultatif, un train spécial ou un train à marche indéterminée, le convoi portera alors, en plus de la plaque rouge ou de la lanterne rouge la nuit, un drapeau blanc sur la face arrière du dernier véhicule, ou la nuit deux feux blancs en remplacement des deux feux rouges des signaux de côté. Sur les lignes à période de fermeture à la circulation, c'est-à-dire les lignes où par exemple la nuit il n'y a pas de train qui circule. On placera sur la face arrière du dernier véhicule du dernier train, dans les mêmes conditions, un drapeau vert, une plaque verte ou des lanternes vertes. Ainsi averti, le garde pourra soit maintenir ses barrières fermées, soit ouvrir les barrières pour laisser le passage aux circulations. Dans le cas où le garde constate une absence des signaux de queue, il ne devra pas ouvrir immédiatement ses barrières, considérant qu'il peut s'agir alors d'une rupture d'attelage et d'une dérive. Dans tous les cas, le garde-barrière est un élément essentiel à la sécurité des circulations. Si le garde constate la moindre anomalie qui mettrait en danger un train, déraillement, wagon en feu, ou avarie du matériel, chargement déplacé, etc., il doit s'efforcer de faire arrêter le train immédiatement, soit par les signaux, soit par la gare ou le PN voisin, s'ils ont les moyens de communiquer avec lui. Dans tous les cas où un train est signalé facultatif, supplémentaire, spécial, ou si c'est précisé au livret de service, le garde doit se tenir à proximité du dispositif de manœuvre des barrières, de façon à être en mesure de les fermer à tout instant. Les barrières peuvent être maintenues ouvertes jusqu'au moment où, par suite de l'arrivée immédiate d'un train, les voies ne peuvent plus être traversées. À la fin de la Grande Guerre, en 1918, il y a 25 310 gardes-barrières en France. C'est seulement à partir de 1909 que des nouvelles directives demandent aux compagnies de peindre les barrières en rouge et blanc. Dans le même temps apparaissent les panneaux de signalisation routiers. Le premier ne sera qu'un simple écriteau barré d'un « Attention au train ». Comme on vient de le voir, dans les temps anciens, la fermeture des barrières était assurée 10 minutes avant l'heure de passage théorique des trains. C'était évidemment contraignant pour les usagers de la route. En 1879, seuls les passages à niveau les plus dangereux sont dotés de signaux avertisseurs. Si ces dispositifs permettent de prévenir les gardes-barrières de l'approche d'un train, et si les pouvoirs publics recommandent leur emploi, les compagnies, quant à elles, en imposent rarement l'usage. Elles craignent en effet qu'ils puissent inspirer au personnel un sentiment de sécurité susceptible d'émousser leur vigilance. En conséquence, en 1926, seulement 10% des PN sont pourvus d'avertisseurs sonores ou optiques. Il faudra attendre la fin des années 20 pour assister à une dotation massive. 2328 PN seront équipés en 1931.
Par dispositif de l'arrivée des trains, il faut entendre les avertisseurs automatiques et les avertisseurs à déclenchement manuel, donnant chacun soit une alerte et une annonce, soit une annonce seule. L'alerte, c'est le signal de l'approche d'un train, dont l'arrivée peut ne pas être immédiate ou ne pas avoir lieu. Le signal d'alerte et le signal d'annonce sont constitués par le changement de coloration d'un voyant, doublé par le tintement d'une ou plusieurs sonneries, le voyant étant distinct pour le signal d'alerte et le signal d'annonce. Le garde doit fermer les barrières au moment du déclenchement des avertisseurs, qu'il s'agisse de l'alerte ou de l'annonce. Sur ces lignes ainsi équipées, les gardes des PN ne reçoivent normalement aucune information particulière relative à la mise en marche des trains non réguliers. Pour ouvrir ces barrières, le garde doit avant tout s'assurer que les voies peuvent être traversées avant l'arrivée d'un train. Il est interdit aux gardes d'ouvrir les barrières lorsque, par un moyen quelconque, ils se rendent compte de l'arrivée immédiate d'un train. Oh merde! Un instant, s'il vous plaît. Le garde doit, avant toute ouverture, observer le voyant, même en l'absence d'indication sonore. Le signal d'alerte est utilisé dans le cas où un EP ou un évitement pour circulation est placé à proximité d'un passage à niveau. À noter que la sonnerie est la même, que ce soit pour l'annonce ou pour l'alerte, mais les voyants sont distincts. De même que l'on trouvera une différence dans la couleur des voyants d'annonce, suivant le fait que le PN est à annonce par pédale ou par zone isolée. Dans tous les cas, l'annonce d'un train est indiquée par un voyant de couleur rouge. Par contre, en l'absence de circulation, le voyant est blanc s'il s'agit d'une annonce par pédale et vert s'il s'agit d'une annonce par zone. Dans le cas d'un PN équipé d'alerte et d'annonce, l'alerte ne fait pas forcément suivre l'arrivée du train. Ainsi, passé un délai de au moins 4 minutes, le garde pourra annuler l'alerte au moyen d'un bouton poussoir et réouvrir ou maintenir fermées ces barrières suivant le régime du passage à niveau. En effet, prenons l'exemple d'un passage à niveau qui, sur sa distance d'annonce pour que les barrières soient fermées en temps utile, comporte un évitement circulation. Un train A arrive à distance d'annonce, il passe sur la pédale d'alerte. Le garde reçoit la sonnerie, le voyant d'alerte passe du blanc au rouge, le garde ferme ou maintient fermées ses barrières. Le train A est un train de marchandises qui n'arrive pas à tenir l'heure. On le gare sur l'évitement circulation pour qu'il soit dépassé par un train de voyageurs plus rapide. Au bout de 4 minutes, le garde n'a pas reçu l'annonce. Le voyant correspondant est toujours au blanc. Il annule l'alerte, la sonnerie s'arrête et le voyant d'alerte repasse au blanc. Il peut rouvrir ses barrières, reprendre le service normal car si son PN est un régime fermé, elles resteront en position fermée. Le train de voyageurs B ne tarde pas à s'approcher de la zone du PN. Il passe sur la pédale d'alerte. La sonnerie au PN retentit, le voyant d'alerte passe au rouge, le garde ferme les barrières. Le train B dépasse le train A, qui est sur l'évitement circulation, et juste après la sortie de ce dernier, il passe sur la pédale d'annonce du PN. La sonnerie teinte toujours, le voyant d'annonce passe au rouge, le garde maintient les barrières fermées. Une fois le passage à niveau dégagé, le train a réarmé les avertisseurs par le passage sur pédale, les voyants repassent au blanc, la sonnerie s'arrête, le garde peut reprendre le service normal de son PN. Maintenant, le train A va pouvoir repartir. Il sort de l'évitement et passe aussitôt sur la pédale d'annonce du PN, celle activée précédemment par le train de voyageurs. Au passage à niveau, la sonnerie retentit. Le voyant d'annonce passe du blanc au rouge, le garde ferme ses barrières. Au dégagement du PN, une fois que le train de marchandises est passé,
Le train réarme les dispositifs avertisseurs, la sonnerie s'arrête, le voyant d'annonce repasse au blanc, alors le garde peut rouvrir ses barrières. Il est à noter que lors de la sortie du train de marchandises de l'évitement circulation, il n'y a pas eu d'alerte, puisque ce train n'est pas passé sur la pédale d'alerte. Il n'y a eu que l'annonce, mais c'est prévu ainsi. On se rend compte alors que la distance d'annonce, pour laisser le temps aux gardes-barrières de fermer ces barrières, est plus courte. Mais en réalité, il n'y a pas de risque de fermeture tardive du PN, car la vitesse du train, garé en sortie d'évitement circulation, est inférieure à celle du train qui n'a pas été garé. Et cette vitesse est prise en compte dans le temps d'annonce pour la fermeture du passage à niveau. On peut se rendre compte ici, il est évident que œuvrer sur un passage à niveau avec des annonces simples ou avoir un passage à niveau avec des alertes et des annonces suite à des garages de train ou encore d'autres PN complexes comme celui de Darsac demande une attention et une maîtrise toute particulière. Dans tous les cas, chaque passage à niveau est soumis à un livret de service qui lui est propre. Ce livret de service peut prévoir des obligations plus contraignantes ou au contraire permettre aux gares de rouvrir les barrières pour laisser passer les véhicules alors que l'annonce est déclenchée. Le garde ne doit jamais quitter son poste sans y être autorisé. Si un garde est obligé, même pendant un court instant, et pour une raison majeure, d'abandonner le gardiennage de son PN, il doit fermer les barrières et les condamner en position de fermeture de façon que les usagers ne puissent les ouvrir eux-mêmes. Le PN de Darsac est l'un de ces PN équipés de dispositifs avertisseurs de l'arrivée des trains, dispositif automatique muni d'une annonce seule. Le deuxième PN sur la ligne vers Saint-Georges-d'Aurac était plus destiné à la déviation des poids lourds et gros convois agricoles qui étaient limités en hauteur à l'entrée de la gare de Darsac. Ce PN était alors cadenassé la nuit entre 21h et 7h30 et les sonneries étaient coupées. Mais si un convoi, poids lourd ou maçonneuse l'été, voulait passer, il klaxonnait. Et la maman de Nicole devait alors ouvrir les barrières en suivant un protocole de sécurité, remettre les sonneries en fonctionnement, attendre un laps de temps, au cas où une circulation se trouverait entre la pédale d'annonce et le PN, puis ensuite décadenasser et ouvrir. Après le passage du véhicule, il fallait à nouveau fermer, cadenasser et couper les sonneries. Et direction, le lit. Sympathique en hiver avec le froid et parfois la neige. Bien entendu, il fallait consigner dans un registre l'ouverture nocturne. L'ouverture nocturne des barrières était souvent effectuée par Gilou. De temps en temps, les chefs s'offraient une petite virée nocturne pour se faire ouvrir les barrières et vérifier que les procédures étaient appliquées à la lettre. Une année où Gilou avait été hospitalisé pendant une période un peu longue, les chefs avaient pris un malin plaisir à se pointer plusieurs nuits pour l'ouverture des barrières et contrôler que la garde-barrière seule faisait son travail correctement. Et Nicole grandit, entre un père en vadrouille sur les voies par les obligations que lui imposait son métier de poseur, et sa mère, qui était la gardienne, la gérante, la responsable d'une barrière rouge et blanche. La mère de Nicole avait très peur de voir un automobiliste se trouver coincé sur la voie. En cas d'avarie causée à une barrière, elle en était responsable. Il y avait toute une procédure pour faire endosser la responsabilité des dégâts aux fautifs, et donc de la paperasse. Connaissant les horaires des trains, la maman de Nicole avait pris l'habitude de fermer ses barrières plusieurs minutes avant que ne retentisse la sonnerie.
Et pour faire patienter, elle faisait la causette avec les automobilistes. Les habitants du cru connaissaient bien son comportement et se prêtaient au jeu. C'était une époque où on prenait le temps de prendre son temps. Avec le temps, les poids lourds sont devenus de plus en plus longs, de plus en plus gros, et ils n'arrivaient pas toujours à prendre la courbe du carrefour entre les deux PN. Il est même arrivé que certains accrochent les barrières ou restent coincés entre les barrières au moment où un train allait arriver. À ce moment-là, la maman de Nicole, une torche allumée à la main, partait à l'avant du train pour essayer d'arrêter le convoi ou poser des pétards sur le rail. La nuit, un PN gardé est signalé par un ou plusieurs feux de position. Sauf si la circulation est quasi nulle, comme un chemin rural par exemple. Ce feu est une lampe qui éclaire les abords du PN. Parfois un simple éclairage d'extérieur de maison, mais placé sur un poteau au bord de la route, à proximité des barrières. C'est l'arrêté préfectoral du classement du PN qui fixe les règles d'éclairage. Ce ou ces feux sont allumés dès que le jour baisse et jusqu'au plein jour, même lorsque les barrières sont ouvertes. On distingue ici le feu de position du passage à niveau au ras du poteau EDF. Il est monté sur un poteau et une potence en béton armé, potence Giredon, du nom du fournisseur. L'éclairage est assuré par un réflecteur ovale en tôle émaillée. Quand le garde-barrière veut s'absenter, il doit poser des congés. Ce jour-là, il est remplacé par un autre garde-barrière qui n'a pas forcément accès au logement principal. Dans ces cas-là, les compagnies installent une guérite en fibrociment collée à la maisonnette et face à la voie. Cette guérite est bien souvent une vraie cage à courant d'air vitrée de tous les côtés. Pour ne pas geler sur place, un poêle est généralement installé à l'intérieur, avec une table et une chaise, le minimum de confort. Cette photo du PN 189 a été prise le 14 juin 1997. Il ne restait à ce PN qu'environ un an à vivre sous cette forme. On remarque que la guérite est minuscule. Le garde avait accès à la cuisine de la maisonnette en guise de réfectoire. Ici, on remarque que le treuil du PN est à l'extérieur de la guérite. Un abri est fixé dessus pour protéger le garde des intempéries. Abri de type unifié qui a équipé nombre de PN.
À cet autre PN, on remarque la guérite du garde-barrière et les barrières de type pivotant. Les voyants d'annonce et la sonnerie sont visibles au niveau du bras gauche du cycliste. Et ici, on peut voir que le voyant de droite est au blanc, celui de gauche foncé, donc au rouge. Une circulation est attendue. La maisonnette était composée de 4 pièces. 2 au rez-de-chaussée, la cuisine par laquelle on entrait directement depuis l'extérieur, et la salle à manger sur l'arrière. Et 2 à l'étage, 2 chambres, une avec fenêtre donnant sur des barrières, l'autre donnant sur l'arrière de la maison, et qu'il fallait traverser pour se rendre dans l'autre chambre. Un escalier partait à une extrémité de la cuisine pour déboucher dans la chambre arrière. Pas de salle de bain bien sûr, les plans d'origine n'en comportaient pas. Sous le rez-de-chaussée, une cave qui permettait de conserver les légumes, pommes de terre, carottes, raves, ou encore d'y faire pousser des endives ou des pissenlits. Nous sommes de retour au PN de CO d'Allègre. Nicole a 7 ans et demi. Sa sœur est dans les bras d'Alice Perrin et les 2 autres enfants font partie de la famille Pelletier qui tenait ce passage à niveau. Nous sommes entre 1954 et 1955. Sur cette photo, on distingue bien l'ancienne cloche d'annonce, le PN étant un PN à barrière ouvrante vers la voie. On aperçoit également un ancien chariot à bagages. Au PN de Darsac, la vie s'écoule au rythme des horaires des trains de voyageurs, ici ceux du 26 septembre 1976. Et un unique train de marchandises montait le matin vers Sambadelle et Craponne-sur-Arzon, et passait à Darsac peu avant 10 heures pour redescendre en début d'après-midi. Au tout début de l'existence de cette maisonnette, l'eau était fournie par un puits dans la cour. Puis, avec l'adduction d'eau par la commune, l'eau courante est arrivée sur l'évier et par la même conséquence la construction d'un WC. Sous le rez-de-chaussée, une cave qui permettait de conserver les légumes, pommes de terre, carottes, raves. Ici Gilou, dans la petite cour du PN, avec ses chiens, on voit le puits d'origine qui alimentait le PN en eau, un lavoir, un petit jardin potager, le poulailler, dont le demi-pneus enterré servait d'abreuvoir, et un clapier à lapin, à l'ombre d'un griotier. Et au fil des années, Nicole grandit au PN de Darsac.
Sur cette photo, prise dans l'été 1977, on peut voir les deux sonneries, l'ancienne cloche et la guérite de la remplaçante. La fenêtre au volet fermé à l'étage correspond à la chambre de la garde-barrière pour répondre aux demandes d'ouverture nocturne. L'excroissance claire est le WC ajouté et à l'arrière un appentis servant de remise atelier pour les habitants. À droite, on peut voir le petit jardin d'agrément tenu par la garde-barrière, Alice. Le petit pot de fleurs au-dessus des deux voyants qui sont au blanc n'était peut-être pas très réglementaire, mais c'était une époque où les cheminots avaient à cœur de fleurir les lieux du rail. Il y avait d'ailleurs en ce temps-là un concours des gares et PN fleuries. Puis Nicole rencontre Michel et en 1973 ils se marient. Comme un membre de la famille, témoin immobile, le passage à niveau assiste à l'événement. La même année, toute la famille est réunie. Gilou, qui est alors chef de brigade, Alice, toujours garde-barrière, et Nicole, avec sa sœur Marie-Claude. Le jardin d'origine a été agrandi par location d'un lopin de terre contigu à un paysan pour augmenter la production. Ainsi, on y récolte haricots, choux, salades, etc. Et ça permet de compenser les salaires qui ne sont pas très élevés. Bien sûr, il n'y a pas le téléphone. Mais comme la gare n'est pas très loin, à 200 mètres environ, une entente entre le chef de gare permettait de transmettre des appels téléphoniques. Ainsi, quand on veut appeler la famille de la garde-barrière au téléphone, on appelle la gare, qui informe le PN en ouvrant la voie vers Vichy, ce qui déclenche les sonneries, et quelqu'un descend à la gare prendre l'appel. C'est pas très réglementaire, mais c'est bien pratique. Le PN numéro 2 pour la déviation poids lourd est maintenant cadenassé la nuit. Remplacé par un PN plus près de la gare, il sera supprimé en 1978. Puis, c'est encore un heureux événement. Nicole vient de mettre au monde le petit Mathieu, qui pose ici dans les bras de son grand-père. Nous sommes en 1977, quelques mois avant la suppression des barrières. Toute la famille quittera ce passage à niveau quand Gilou prendra sa retraite. Quant au PN, sa disparition avait été minutieusement préparée. Un platelage avec un stop dès que les barrières furent supprimées. Pour la voie qui montait à Sambadelle, un train de bois a circulé certains jours pendant quelques années. Il allait jusqu'à Craponne. Les barrières étaient certainement manœuvrées par l'agent d'accompagnement avant le passage du train, et le train de bois a été rapidement abandonné. Maintenant, tout passe par semi-remorque. Gilou s'est éteint le 24 décembre 1996 à 74 ans. Après le décès de Gilou, Alice a dépéri psychologiquement. Elle s'est éteinte en 2013 à 87 ans.